Paul-Émile Léger retrouve son Québec si pratiquant. À l'aventure de l'évangélisation succède alors la pratique quotidienne. Il se repose, il enseigne au grand séminaire, il visite les malades. La société québécoise paraît heureuse et paisible. Elle est pourtant à la veille de grands bouleversements. La vie de Paul-Émile Léger, elle aussi, va soudainement changer. J'allais assez souvent à l'Hôtel-Dieu parce que les religieuses m'appelaient pour des cas extrêmes. Vous savez, les religieuses, quand elles étaient devant quelqu'un qui ne voulait pas recevoir l'aumônier, elles leur disaient « Est-ce que vous recevriez un missionnaire qui vient de loin ?» Bon. Et c'est ainsi que je fus appelé de temps à autre à l'Hôtel-Dieu, lorsque le 14 ou 15 mai de cette année 40, on m'appelle et on dit « Chambre 215, quelqu'un vous attend ». Alors moi, je prends l'autobus, j'arrive à la chambre 215, je frappe, croyant me trouver devant un grand pécheur, devant le Seigneur, et je me trouve face à face avec mon évêque, et qui était très malade, c'est-à-dire Monsieur Langlois. Évidemment, je me suis composé une figure nouvelle, et lui, très sérieux, me dit « Asseyez-vous », et il commence en latin. Il nommait Patris et Philippe, tout de même, j'espère que ce n'est pas la confession, parce que mais non, en latin, il me dit « Je vous nomme vicaire général de Valleyfield ». Paul-Émile Léger est fermement convaincu qu'il n'est pas prêt pour remplir cette tâche. Il ne connaît pas le clergé local, il a été éloigné du Québec durant des années, il n'a pas d'expérience de la vie paroissiale. Rien à faire, ses supérieurs écartent toutes ses objections. Il deviendra curé de la cathédrale de Valleyfield, une immense paroisse, et il découvrira avec joie une autre facette de son métier de prêtre. Ce furent pour moi des années de plénitude, 7 ans de curé d'une grosse paroisse. J'ai connu, de même que j'avais connu l'apogée de la vie du séminaire à Issy-les-Moulineaux, je crois que j'ai vécu une certaine apogée de la vie pastorale telle que nous la concevions dans ces années lointaines, une pratique religieuse totale, des œuvres admirables, je dirais, un appétit chez les fidèles d'écouter la parole de Dieu, et des premiers vendredis du mois fervents. Pensez, 8000 communions dans la paroisse. À l'année, 4500 communions par semaine. Alors, donc, une vie paroissiale intense. 1940. La Deuxième Guerre mondiale a déjà 1 an. Au Québec, la conscription a provoqué une crise profonde. Mais à Valleyfield, la situation est différente. La guerre apporte une grande prospérité grâce aux usines de munitions et en même temps tous les nouveaux problèmes sociaux et politiques du Québec qui commencent à se moderniser. Dans cette paroisse, à Nitro, nous fabriquions, nous, au Canada, la poudre qui faisait sauter, qui détruisait toute l'Europe entière. C'est nous qui fabriquions la poudre des obus. Sur le plan économique, la guerre nous apportait un supplément, je dirais, de bien-être. Et il n'y avait pas de chômage à Valleyfield. Seulement, il y avait des problèmes sociaux parce que dans cette usine, dans ce camp, la vie chrétienne n'était pas toujours très acceptée et très fervente. Alors, que pouvais-je faire? Enfin, je suis intervenu auprès de l'armée, j'ai fait démissionner le colonel, je suis intervenu dans l'usine en faisant démissionner le directeur général qui arrivait directement d'Angleterre et qui ne permettait pas qu'on dise un mot de français sur le terrain. 1945. On fête la victoire des Alliés, mais il ne lui reste plus que 2 ans dans sa chère ville de Valleyfield. Il aura passé 7 ans à Valleyfield, 7 ans de bonheur total. Il quitte sa ville natale à regret pour Rome, où il est nommé recteur du Collège canadien. Il entre dans la hiérarchie de l'Église et s'apprête à faire la rencontre la plus importante de sa vie,
celle de Pie XII.